La fête du 60e anniversaire de mon père était moins une célébration qu'une scène soigneusement orchestrée pour la performance préférée de ma famille. Les sourires étaient d'un blanc éclatant, presque professionnel, et mes frères et sœurs étaient dans leur élément. Il y avait ma sœur, Chloé, autoproclamée influenceuse lifestyle, occupée à diffuser en direct sa réalité, soigneusement mise en scène à ses abonnés. Et bien sûr, mon frère, Marc, le visionnaire fintech de la famille, qui vantait une application en pré-lancement depuis 3 ans, ils circulaient dans la foule comme des jumeaux solaires, absorbant toute la lumière. Tandis que moi, eh bien, j'étais juste une planète lointaine, silencieuse et à peine visible dans le cadre. L'événement principal fut le toast de ma mère, Linda, une femme convaincue que la valeur d'un enfant se mesurait directement à ses motifs de vantardise. Elle leva son verre de champagne, le visage empreint d'une fierté maternelle de façade, et se lança dans une ode poétique à l'intelligence de Marc et au flair de Chloé pour la synergie de Marc, qualifiant leurs activités de véritables carrières pour le monde moderne. Puis son regard se posa sur moi, et son sourire s'adoucit en quelque chose que je connaissais trop bien, de la pitié. Et n'oublions pas notre Sarah, annonça-t-elle, la voix un peu trop forte, si dévouée à son travail au gouvernement. Nous sommes si fiers de toi pour ton petit emploi stable. Ma chérie, l'humiliation véritable arriva quelques instants plus tard. Le partenaire d'affaires de mon père me demanda ce que je faisais. Et avant que je puisse donner ma réponse vague habituelle, ma mère intervint avec un éclat. « Oh ! Elle est juste employée de bureau au ministère de la Défense, dit-elle, sa voix mielleuse mêlant excuses et dédain. Dieu la bénisse. Il faut bien quelqu'un pour ranger les dossiers. » Je vis Chloé de l'autre côté de la pièce, ricanant tout en chuchotant à la caméra de son téléphone. « Les amis, voici ma sœur. » L'armoire à dossiers humaine. Une vague brûlante de honte me submergea, si intense que je faillis tressaillir. Mais à l'extérieur, je fis ce que je faisais toujours. Je tins mon verre, gardai le dos droit et offris un petit sourire indéchiffrable. Ils voyaient une fille discrète, satisfaite de son petit coin du monde. Un fantôme qu'ils avaient eux-mêmes créé, et le pire, je n'étais même pas surprise. C'était juste l'écho le plus bruyant d'une histoire qu'ils racontaient sur moi depuis toujours. Pour vraiment comprendre la scène de cette fête, il faut comprendre les personnages. Mon frère Marc était l'enfant chéri de la famille, charismatique mais imprudent, un homme qui révolutionnait le monde de la technologie depuis l'université sans jamais produire un seul produit fini. Il portait son ambition comme un costume coûteux, et mes parents étaient toujours ravis de payer pour les retouches. Puis il y avait ma sœur Chloé, la princesse de la famille, dont toute la carrière reposait sur la mise en scène d'une vie parfaite en ligne, une vie entièrement financée par la carte bancaire de mon père. Ils formaient une paire assortie, définie par des promesses bruyantes et peu de résultats concrets. Et ceux qui tenaient que les projecteurs, mes parents, ma mère, Linda, était une femme qui confondait la dépendance financière de ses enfants avec de l'amour et mon indépendance discrète avec de la froideur. Sa fierté était une chose fragile, bâtie sur les succès perçus de ses enfants, et mon père, David, était le grand facilitateur, un homme qui préférait signer un chèque plutôt qu'avoir une conversation difficile. Il voulait juste la paix, et dans notre famille, la paix coûtait cher. Leur récit était simple. Marc et Chloé étaient des rêveurs, des investissements dans un avenir éblouissant. Moi, j'étais fiable, la valeur sûre, celle dont ils n'avaient jamais à s'inquiéter. Et donc, ils ne s'en préoccupaient tout simplement pas. Je me souviens du jour où ils ont décidé de cosigner le bail d'une maison de contenu ridiculement chère en ville pour Chloé et ses amis influenceurs. Nous avons eu un dîner de famille où Chloé a présenté un diaporama rempli de mots à la mode comme synergie et métrique d'engagement. Elle parlait de partenariat de marque et d'une potentielle émission de télé-réalité. Mes parents étaient hypnotisés. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner, a déclaré mon père avec une tape fière sur l'épaule de Chloé. Elle construit un empire. Je les ai regardés signer les documents, mon esprit calculant un registre interne. L'école de pilotage que je voulais suivre, jugée trop chère, les prêts étudiants que je remboursais seul, les années à entendre, l'argent est serré. Tout cela disparaissant face aux rêves filtrés d'Instagram de Chloé. Et c'était la même histoire avec Marc. Sa première start-up, une plateforme de médias sociaux pour propriétaires de chiens, avait englouti 45 000 € de l'épargne retraite de mes parents
avant de s'effondrer. J'étais là quand il leur a présenté sa nouvelle idée, quelque chose à propos de la blockchain et des cafés. Il parlait avec une passion si confiante, si méritée, et je les ai vus fondre à nouveau. Ils lui ont donné 67 têtes et 500 € supplémentaires. Il est tellement brillant, disait ma mère à ses amis au téléphone. Il a juste besoin d'un peu plus de temps pour décoller. Ils n'investissaient pas dans une entreprise, ils investissaient dans l'histoire de leur fils. Le génie. Ils finançaient une fiction. Mes propres grands moments étaient différents. Je n'oublierai jamais ma remise de diplôme à l'Académie navale. L'air était chargé de fierté, le terrain de parade était une mer d'uniformes blancs impeccable. C'était l'un des moments les plus fiers de ma vie. L'aboutissement d'années de travail acharné et de sacrifice, et pendant les 45 premières minutes de la cérémonie, les 2 sièges à côté de moi étaient vides. Ils sont arrivés en retard d'1 heure, agités et pleins d'excuses. Chloé traversait une crise de sponsoring à cause d'une photo de brunch qui n'avait pas eu assez de likes, et ils avaient dû gérer les retombées. Un problème de médias sociaux était plus urgent que la nomination de leur fille en tant qu'officier. Plus tard, quand ma mère m'a vue dans mon uniforme de cérémonie, elle a juste soupiré. Quel dommage, a-t-elle dit. En enlevant un fil de mon épaule, ils te font cacher ta silhouette comme ça. L'accomplissement, le grade, les années de travail. Rien de tout cela n'importait. Elle ne voyait qu'une fille dans une tenue peu flatteuse. C'est ainsi qu'a commencé le mensonge de l'employé de bureau. Ce n'était pas vraiment un mensonge. Au début, après mon diplôme, ma carrière dans le renseignement naval était, par nature, classifiée. Je ne pouvais pas parler des missions, des déploiements ou du véritable poids de mes responsabilités. Alors, quand ils me demandaient, je leur donnais la couverture fade, non classifiée et approuvée. Je suis analyste au ministère de la Défense. Je pensais que c'était suffisant. Mais ils entendaient analyste et imaginaient une employée de bureau. Ils entendaient ministère de la Défense et visualisaient un bureau morne éclairé au néon, dans un sous-sol quelque part. Leur imagination, si vive pour le potentiel de mes frères et sœurs, ne pouvait me peindre qu'en nuances de gris. C'était plus facile de les laisser faire. C'était plus facile que de naviguer dans le champ de mine de ce que je pouvais ou ne pouvais pas dire. Plus facile que de combattre leurs idées préconçues et franchement, plus sûr pour mon habilitation de sécurité. Ils ont rempli les blancs avec leurs propres suppositions condescendantes. Car l'alternative, que moi, la discrète, j'avais une vie plus complexe et significative qu'ils ne pouvaient l'imaginer, ne cadrait pas avec leurs récits. Ma compétence discrète n'était pas vue comme une force, elle était interprétée comme un manque d'ambition. Cela rendait leurs enfants bruyants, tapés à l'œil et défaillants comme les véritables stars. Cela maintenait l'histoire familiale simple. Allongée dans mon lit après cette fête, j'ai réalisé qu'ils ne me verraient jamais, car ils avaient déjà écrit mon personnage dans leur pièce. Alors, j'ai décidé d'arrêter de me battre pour une réécriture. Il était temps de brûler tout le scénario. Après cette fête, quelque chose en moi a changé. La douleur, cette vieille douleur sourde d'être invisible, ne s'est pas transformée en rage. Elle s'est cristallisée en quelque chose de froid, dur et clair, un diamant de résolution pure. J'ai réalisé que j'avais passé des années à essayer de leur faire aimer une version de moi qui n'était pas moi. Mon objectif n'était plus de gagner leur amour, ni même leur respect. Il s'agissait simplement de rendre justice à la personne que j'étais vraiment. Alors, je n'ai pas envoyé de textos furieux, ni fait d'appels larmoyants pour exiger des excuses. Je me suis tue. J'ai arrêté de jouer mon rôle. Et dans mon silence, j'ai commencé à préparer une nouvelle scène. Le premier pas fut simple. Le voyage familial annuel à la Maison du Lac était dans 1 mois, un événement que je redoutais chaque année. C'était le summum de leur bonheur familial performatif, et j'avais toujours une excuse toute prête pour ne pas y aller. Un délai à mon travail ennuyeux. Un projet à classer. Cette fois, j'ai ouvert le chat de groupe familial. Vu le message de ma mère demandant un décompte final, et j'ai tapé une réponse. J'ai hâte d'y être. Je serai là. La réponse fut immédiate, de la surprise de la part de mes frères et sœurs, et un texto enthousiaste de ma mère sur le plaisir d'avoir tout le monde réuni. Ils y voyaient une concession, un signe que je me ralliais enfin à eux. Ils n'avaient aucune idée que c'était une déclaration. Mon plan n'impliquait pas de réunir des preuves au sens classique, pas de relevé bancaire ni de capture d'écran. Ma preuve, et c'était toute ma vie, celle que j'avais si soigneusement protégée de leur regard condescendant.
Je savais que le même week-end que le voyage au lac coïncidait avec la fin de l'opération Bouclier souverain, un exercice de sécurité maritime multinational massif que j'avais orchestré pendant près d'un an. C'était une opération délicate avec des dizaines de pièces mobiles et il y avait une forte probabilité qu'une décision de commandement critique soit requise à court terme. C'était une situation volatile que je protégeais normalement complètement de ma vie personnelle, mais cette fois était différente lors du briefing de préparation opérationnelle. Lorsqu'il s'agissait de désigner le contact principal de rappel, je mettais habituellement mon adjoint, le commandant Evans, comme premier point de contact. Il était plus que capable, et c'était la procédure standard pour protéger le congé désigné d'un officier. Cette fois, cependant, j'ai tapé mon propre nom dans la case Six, Alpha, Pan. Toutes les communications critiques, sans échec, seraient acheminées directement vers mon téléphone, satellite crypté. Je ne fabriquais pas une crise ni ne forçais une confrontation. Je supprimais simplement le pare-feu que j'avais si laborieusement maintenu entre mes deux mondes. J'allais laisser la vérité se produire. J'ai préparé mon sac pour la maison du lac, juste l'essentiel, maillot de bain, un livre, et le téléphone satellite crypté dont je ne me séparais jamais. Ils attendaient l'employé de bureau. Ils allaient rencontrer l'amiral. Le pont de la maison du lac était l'habitat naturel de ma famille. Une scène parfaite pour leur performance du dimanche matin. L'air sentait le café frais et les aiguilles de pain. Chloé essayait de diriger un Marc réticent pour une vidéo spontanée pour son vlog, lui indiquant comment avoir l'air pensif en regardant l'eau. Ma mère, Linda, rayonnait depuis une chaise longue, irradiant la satisfaction arrogante d'une reine contemplant son royaume parfait. Je me tenais à l'écart, lisant tranquillement un livre, une observatrice silencieuse de leur monde bruyant et fragile. Ma présence était tolérée, un décor de fond qu'ils avaient depuis longtemps cessé de remarquer. Ils ne pouvaient pas résister à une dernière performance. Marc, après avoir raté une réplique pour la vidéo de Chloé, s'approcha de moi. « Hé, Sarah, tu vérifies tes emails professionnels », plaisanta-t-il en désignant mon livre. « On ne veut pas qu'un gros bourrage de papier mette en péril la sécurité nationale. N'est-ce pas ?» Mon père rit depuis l'embrasure de la porte. Ma mère sourit doucement, ajoutant « Sois gentil, Marc. C'est bien pour Sarah de se détendre. Ton petit bureau doit te manquer. Ma chérie. » Je ressentis le poids familier de leur perception, la boîte confortable dans laquelle ils me gardaient. Mais cette fois, ce n'était pas lourd. Je souris. Un sourire calme et sincère, et pensai à moi-même. C'est la dernière fois. C'est alors que ça a commencé. Un battement rythmique sourd au loin. Un son qui n'avait pas sa place dans l'air calme du matin. Un romp-romp-romp qui devenait de plus en plus fort, plus profond, jusqu'à devenir une présence physique qui nous oppressait. Marc plissa les yeux vers l'horizon. « C'est quoi ça ?»« Un hélicoptère. Ce n'était pas n'importe quel hélicoptère. Un HH-60 Pavehawk noir. Et élancé. Du genre qu'on voit dans les films juste avant que tout ne tourne mal, survola la cime des arbres. Il volait bas et vite au-dessus du lac, son ombre passant sur nous comme un nuage d'orage. Avant de virer brusquement pour entamer sa descente vers la grande pelouse plate à côté de la maison, la confusion sur le pont se transforma en agacement. « C'est qui ?»« Bon sang !» cria mon père par-dessus le rugissement grandissant. Chloé était panique, essayant de protéger sa caméra alors que le souffle puissant des rotors balayait le pont. Des serviettes et des magazines s'envolèrent, un verre de jus d'orange à moitié plein se renversa, et son précieux trépied s'écrasa au sol. Ma mère hurlait quelque chose à propos de ces hortensias ruinés. Ils pensaient que c'était un milliardaire de la tech arrogant, un rival à leur propre statut perçu, faisant étalage d'un jouet bruyant et ostentatoire. Ils étaient furieux de l'interruption de leur matinée parfaite. L'hélicoptère se posa sur la pelouse avec un dernier boom qui fit trembler le sol. La porte latérale s'ouvrit et deux aviateurs en tenue de vol complète sautèrent à terre, leurs mouvements précis et économes. Ils avançaient avec une détermination qui n'avait rien à voir avec une visite de week-end décontractée. Ils se dirigèrent directement vers le pont. À cet instant précis, mon téléphone satellite, posé discrètement sur la table à côté de mon livre, émit un bip strident et perçant qui trancha le bruit. Je le pris. « Six » dis-je dans le récepteur. J'écoutai un instant, les yeux fixés sur les soldats qui approchaient. Bien reçu. J'arrive, je me levai juste au moment où le sergent-chef, un homme à l'autorité gravée sur le visage, atteignait la première marche du pont. Il me vit. «
et sa posture changea immédiatement. Il se mit au garde à vous, le dos droit comme une règle, et exécuta un salut si net qu'il aurait pu couper du verre. Sa voix était claire et portait par-dessus le gémissement des moteurs. Amiral Sykes, le transport est prêt. Le contrôle de commandement est en attente de vos ordres. Le monde s'arrêta. Le souffle des rotors était la seule chose en mouvement. Le seul son audible, ma famille était figée. Un tableau d'incrédulité. Le téléphone de Chloé glissa de sa main et s'écrasa sur les planches de bois. La mâchoire de Marc était littéralement béante, son visage mou affichant une expression vide et ridicule. Et ma mère? Son visage s'effondra. La fierté, la pitié, l'assurance arrogante. Tout s'écroula d'un coup, remplacé par une stupéfaction immense et dévastatrice alors que tout le récit de sa vie, l'histoire qu'elle se racontait sur ses enfants, partait en fumée en une seule phrase. Je fis un signe de tête calme au sergent-chef. « Merci. Donnez-moi 60 secondes. » Je me tournai vers ma famille muette, mon regard passant sur chacun de leurs visages abasourdis. Je laissai le silence planer un instant de plus, un silence plus profond que tout ce que j'avais jamais connu en leur présence. Puis, je me penchai légèrement, et ma voix était basse, mais portait un nouveau poids. « Je dois aller travailler, » dis-je. On dirait que mon classement de dossier à une échéance. Je passai devant eux, descendis les marches et me dirigeai vers l'hélicoptère, sans me retourner. Le bruit des rotors était la seule chose que j'entendais. Et pour la première fois en leur présence, c'était mon genre de silence. Alors que l'hélicoptère prenait de l'altitude, la maison du lac rapetissait en contrebas jusqu'à n'être qu'une propriété, parmi d'autres, sur une rive de carte postale. À l'intérieur de la cabine du Pavehawk, le chaos de ma famille fut remplacé par le bourdonnement calme et concentré du professionnalisme. Mon équipe était connectée via mon casque, leur voix un flux de données claires et concises. Sur une situation en développement en mer de Chine méridionale, j'étais de retour dans mon monde, un monde de problèmes complexes et de conséquences graves, et je ressentais un profond sentiment de justesse, de retour à la maison. Pendant les heures qui suivirent, il n'y avait de place pour rien d'autre, seulement la mission. Quand nous atterrîmes enfin à la base aérienne d'Andrews, le soleil se couchait. Je ressentais la fatigue familière, profonde, d'une crise gérée. Une satisfaction née de la compétence, pas des éloges. Ce n'est qu'alors que je sortis mon téléphone personnel, l'écran était un cauchemar de notifications, des dizaines d'appels manqués de ma mère, de mon père et de Marc. Une série de messages textes de plus en plus hystériques remplissait l'écran. Il y avait des accusations, des exigences, des questions, des menaces, une crise numérique d'une ampleur épique, je n'en lus pas la plupart. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais déjà les mots par cœur. Je restai là sur le tarmac un moment, l'air frais sur mon visage. Puis, j'ouvris un nouveau message groupé pour eux quatre. Mes doigts glissèrent fermement sur l'écran tandis que je tapais. Ma vie n'est pas un secret. Elle était juste privée. Vous ne vous êtes jamais intéressé à la vérité, seulement à l'histoire que vous avez écrite pour moi. L'histoire est terminée. Je vous souhaite la paix. J'appuyai sur envoyer sans une seconde d'hésitation. Puis, méthodiquement, j'ouvris chaque contact, mère, père, Marc, Chloé, et un par un, je pressais bloquer. Ce n'était pas un acte de colère, c'était un acte de libération, aussi silencieux et définitif que de fermer une lourde porte sur une pièce où l'on n'a plus jamais l'intention d'entrer. Un an plus tard, l'air de la chapelle d'Annapolis était chargé d'histoire et d'espoir. Je me tenais sur l'estrade, le poids de mon uniforme de cérémonie familier et réconfortant. Devant moi se tenait une jeune femme, l'enseigne Miller, son visage rayonnant d'un mélange brillant de fierté et de terreur. Je l'avais encadrée pendant les 2 dernières années, la guidant à travers les pressions impossibles de l'académie, en épinglant son nouvel insigne de grade sur son col. Mes doigts fermes. Je vis mon véritable héritage. Il ne résidait pas dans un nom ou une lignée. Il était là, dans le transfert discret de connaissances, dans la force que je pouvais aider à cultiver chez les autres, dans la chaîne de service qui continuerait bien après mon départ. Ma vie trouva un nouveau rythme, défini par mes propres valeurs. Mon appartement, que j'avais enfin pris le temps de décorer, était mon sanctuaire. Les murs étaient tapissés de livres et de cartes nautiques du monde entier. Un fauteuil en cuir usé trônait dans un coin, un endroit parfait pour lire, avec une vue sur la skyline de la ville. Le silence chez moi n'était pas vide, il était plein. C'était le silence de la paix, le silence de ne pas avoir à performer, de ne pas se préparer
À la prochaine remarque désinvolte, c'était un silence que j'avais gagné, un silence qui m'appartenait entièrement. J'entendais parler de ma famille. De temps en temps, par un cousin avec qui je restais en contact, apparemment, après le choc initial. Ma mère tenta une pirouette spectaculaire. Elle commença à mentionner ma fille, l'amiral. Lors de ses déjeuners caritatifs et de ses clubs de lecture, cela se retourna contre elle de manière spectaculaire. Mes tantes et oncles, qui l'avaient entendu me dénigrer pendant 20 ans, commencèrent à poser des questions pointues. Vraiment. Linda, tu disais toujours qu'elle n'était qu'une employée de bureau. La contradiction publique fut une source d'humiliation profonde pour elle. Sans moi comme toile de fond fiable et ennuyeuse. L'éclat des enfants dorés commença à ternir. La start-up de Marc, refuser une nouvelle injection d'argent par un père désormais prudent, s'effondra complètement. La marque d'authenticité aspirationnelle de Chloé commença à sonner creux. Ses abonnés diminuèrent. Il s'avéra que leurs histoires n'étaient pas très intéressantes sans leur personnage secondaire préféré. Je ne me sens ni victorieuse ni vengeresse, je me sens légère. Pendant des années, j'ai pensé que le poids le plus lourd que je portais était celui de mon commandement, les responsabilités sur mes épaules. Mais j'avais tort. Le poids le plus lourd était leur déception, leur jugement, l'effort constant et épuisant d'essayer d'exister dans un espace trop petit pour moi. Me débarrasser de ce poids fut la seule façon de me tenir à ma pleine hauteur. Il s'avère que le silence qu'il m'avait attribué n'était pas une faiblesse. C'était un espace où je pouvais construire une vie qu'il ne pouvait même pas commencer à imaginer. J'ai appris que certaines personnes ne vous verront jamais que comme la boîte dans laquelle elles veulent de vous enfermer. Alors, j'ai construit un monde si grand qu'ils n'avaient pas besoin de leur boîte. Si vous avez déjà dû devenir votre propre héros, laissez un commentaire ci-dessous. Je vous vois.